Tu sais, quand tu mets un podcast en ligne, c'est un peu, tu sais, c'est un peu comme quand dans l'administration française, tu vois? Vous connaissez peut-être le concept de MVP qui veut dire, Minimum Valuable Product. Je l'ai bien prononcé. C'est pas viable plutôt? Ah ouais, et donc je leur envoie les tarifs et genre c'est limite si la fille a vomi devant sa table, sur mon devis quoi, tu vois? Ça en était là quoi, et elle me fait: «Quoi? Mais c'est quoi ce prix? Ouais, je connais des gens, ils me font, 10 fois moins cher et cetera». Tu sais, c'est le genre de conseils, les conseils réchauffés, tu vois, à emporter, tu vois ce que je veux dire? Ouais, au micro-ondes, ouais, ça tient plus. Ouais, vente flash, ça me fait un peu penser à Babou ou Tati Pourquoi? ou Zalando. Non, je sais pas, j'avais envie de troller un peu. OK, d'accord, très bien. J'ai envie de figurer dans l'intro. Maintenant que je sais que tu montes les intros comme ça, c'est génial. Allez, je ferme ma gueule. Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration, des outils et des conseils pratiques pour aider les créatifs à développer leur art, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créatif. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui vous incite à gagner le minimum d'argent possible. C'est Seb de 112ventes.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes! Yo yo Seb, j'espère que ça va bien et que les auditeurs aussi vont bien aujourd'hui. Bah écoute, nous ça va plutôt bien parce que on a pris un peu d'avance dans l'enregistrement de nos épisodes et enfin tout est sorti, tout est validé. Tu sais, quand tu mets un podcast en ligne, c'est un peu, tu sais, c'est un peu comme dans l'administration française, tu vois? Tu dois aller un peu partout, mettre tes liens, montrer patte blanche, montrer, faire les réglages et cetera, et attendre à peu près, 40 ans que, Apple Podcast valide ton podcast et cetera. Enfin, c'est assez terrible, quoi. Ouais, non, mais c'est clair que c'est beaucoup d'attentes. Enfin, c'est pas forcément si long que ça, hein. En tout cas, pas autant que pour recevoir, ton passeport ou ta carte d'identité. Mais, Ah, on s'en approche quand encore même. que, encore que. Ouais, Mais ouais, c'est-à-dire que tu as déjà du boulot à faire pour enregistrer les épisodes, les promouvoir et en plus, bah, après la balle n'est plus dans ton camp, donc tu dois attendre que ces instances supérieures au grand Apple, valident effectivement ton ton podcast. exact. Mais ça y est, il est disponible, et pas seulement que sur Apple Podcast, également sur Deezer, sur Stitcher et sur Spotify. Donc si, vous écoutez sans doute d'ailleurs le podcast d'ailleurs depuis l'une de ces plateformes, et si c'est le cas, si cette plateforme le propose, mettez-nous une petite évaluation à 5 étoiles si vous aimez ce podcast, ça nous sauverait vraiment la vie, puisque nous testons un peu le concept, de Systemator, et si ça vous plaît, si vous en tirez quelque chose, et ben, vous pouvez vraiment nous aider en parlant autour de vous et en mettant un petit avis là-dessus, puisque après, naturellement, heu, les plateformes nous recommanderont à d'autres personnes. Aujourd'hui, on vous parle d'un concept qui est le prix minimum viable. Vous avez peut-être entendu parler d'un concept qui s'appelle le MVP, Minimum Viable Product, qui signifie en gros que vous allez créer un produit imparfait, mais que vous allez vous lancer le plus vite possible sur le marché. Vous avez peut-être entendu parler, mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. Mais l'idée se rapproche un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être d'appliquer ce concept avec son prix. Et ça va vous aider notamment si vous débutez dans un domaine, que ce soit artistique, créatif, entrepreneurial, mais aussi si vous souhaitez, eh bien, ouvrir vos horizons, tester de nouveaux produits, de nouveaux services, accéder à un certain type de clientèle, etc. Donc, on va vous parler de tout ça, mais avant tout, eh bien, jingle. Alors, Wesley, l'argent, encore et toujours lui. Est-ce que tu connais le mythe de la valeur juste? Hem, je peux essayer de deviner ce que c'est, mais on risque de Ah bah, passer vas-y, trop de vas-y, temps. vas-y. Bon, Le fais-nous mythe de la rêver. valeur juste, hem, bah, c'est combien les non, je crois que c'est quand tu je me demande si c'est pas quand tu as 2 produits. Non, on te propose un produit Mmh. et on dit: «Ce produit-là, est-ce que tu penses qu'il vaut X ou Y?» Et en fonction du prix qu'on a fixé à la base, les estimations quant à la valeur de ce produit vont se rapprocher du prix qu'on aura fixé initialement. Si on dit par exemple ce téléphone vaut 1 000 €, enfin, dans cette, autour de 1 000 €, combien vous pensez qu'il vaut? Bah, les gens vont deviner autour de 1 000 €. Alors que si on annonce à la base qu'il est plutôt autour de 100 €, les gens vont, bah, s'adapter à cette première estimation.
bien joué, hein, c'est pas trop mauvais. Tu remarqueras que j'ai dit que c'était pas bon, hein, mais que Mmh. j'ai dit que c'était pas trop mauvais. Non, en fait, effectivement, tu t'en approches presque. En fait, c'est une étude scientifique. En gros, imaginez du coup, on a présenté, donc on a fait différents groupes. Donc on a fait ça avec cette expérience avec 4 groupes d'étudiants et 4 groupes de professionnels de l'immobilier et on avait une maison et cette maison, on a donné toutes les caractéristiques à chacun des groupes et on a fixé un prix. Donc je crois que le premier prix, c'était quelque chose comme 119 000 dollars. Le deuxième prix, 129 000 dollars. Troisième prix, 139 000 dollars. Et quatrième prix, 149 000 dollars. Et en fait, ce qu'on remarquait, c'était que les étudiants se basaient beaucoup sur le prix indiqué par l'agence pour évaluer le prix de la maison. Quand on leur demandait, bah, à votre avis, du coup, combien vous estimeriez la maison, et ben, on se rendait compte que leurs chiffres se rapprochaient de cette valeur donnée. Et on pourrait se dire, bon, bah, c'est des étudiants, c'est des gens qui connaissent pas forcément le métier, donc ça paraît presque normal en fait. Mais en fait, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on se rend compte aussi que les professionnels sont aussi impactés par ce prix annoncé. Et du coup, leurs tarifs qu'ils vont annoncer, qu'ils vont proposer eux, va également être influencé par le prix dont on a parlé avant. Et ce qui est important de bien comprendre dans cette étude, c'est que c'est exactement la même maison, exactement les mêmes caractéristiques. Et la seule chose qu'on aura changé, ça sera en fait le prix annoncé à l'origine. Donc en fait, ce que nous apprend le mythe de la valeur juste, c'est que les choses n'ont pas forcément une valeur précise définie. Et c'est vrai qu'en tant que consommateur, on a tout le temps eu l'habitude d'avoir des références parce que un prix est toujours comparé à un autre. Et par exemple, un livre qui serait, à 29 euros, on peut dire: «Ouais, c'est un livre qui est quand même assez cher» par rapport à un livre qui est à 5 euros. Et pourtant, il y avait justement un exemple là-dessus. Il y avait un gars qui vendait une formation, un jour en ligne, sur les sites WordPress, tu vois? Et ce qu'il avait fait, c'est que donc c'était un guide en fait en PDF et donc il a mis le visuel d'un livre et il avait utilisé un système d'ancrage où il avait montré, plusieurs prix. Donc, tu avais le premier prix, le premier package était à 29 euros, le deuxième était à 59 et le troisième était à 129, quelque chose comme ça. Et 29 euros déjà pour un livre, tu sais, c'est déjà quand même un peu cher, quoi. Et Ouais. 59, c'est un très très beau livre en général pour ce prix-là. Et le fait que tu vois, tu 59 euros et surtout à côté 129 euros, bah, fait passer le livre à 29 pour pas très cher et le livre à 59, tu te dis, ok, en fait, ça va. Et donc, on peut influencer la perception qu'on a d'un prix par plein de facteurs. Et notamment quand on est créatif, bah, pourquoi est-ce qu'un concert plus connu la place coûterait plus cher versus quelqu'un qui n'est pas forcément connu? C'est une vraie question là-dessus. Et le but de cet épisode, c'est aussi de donner des clés justement pour bah, comment est-ce qu'on démarre en fait, comment est-ce qu'on pose un prix parce que c'est une grosse question au début. Ça va dépendre de votre rapport personnel que vous avez, je pense, à l'argent. C'est-à-dire que on peut avoir tendance au départ, et même, je pense, même à un niveau un peu avancé, lorsqu'on vend finalement notre temps et notre expertise, notre savoir, notre talent, entre guillemets, on peut avoir un rapport personnel à cet argent. C'est-à-dire que si on vend pas assez cher, on peut avoir tendance à se dire ah, je me dévalorise, c'est pas bien. Et si au contraire, on explose les prix et qu'on vend trop cher pour le client, qui finalement nous disent bah non, ça ne m'intéresse pas, c'est trop cher, on peut avoir tendance à se dire ouais, les gens ils comprennent pas mon talent, ils sont pas prêts, etc. Wesley, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Hem, Par rapport à l'art, je ne sais pas, mais clairement, en tant que rédacteur web, j'ai augmenté mes prix au cours des derniers mois et des dernières années. Effectivement, il y a des devis, ben, qui vont être considérés comme trop chers, que j'ai pu proposer. Et bah, voilà, c'est pas grave, hein. Je peux pas travailler avec, avec tout le monde. C'est une question de perception et avant d'ailleurs de rencontrer des entrepreneurs, plus ou moins à succès, en tout cas plus que moi à l'époque, heu, effectivement, je fixais mon prix, par mot, rédigé, je le basais sur, ce que j'avais toujours connu, c'est-à-dire des prix très bas et quand j'ai vu autour de moi qu'il y avait des gens qui pratiquaient des tarifs bien plus élevés, bah, j'ai commencé à voir et croire que c'était possible et me dire: «OK, bah, ouais, après tout, moi, je rédige très bien aussi»,
Je suis pas le rédacteur le plus accompli, mais voilà, je me débrouille bien et je peux augmenter mes prix et ça dépend de la personne qu'on a en face aussi. Il y a des clients qui sont, une grosse entreprise par exemple, c'est quoi 15 000 € pour elle, quoi? Ouais, c'est ça. Alors que si c'est quelqu'un qui lance sa start-up, il va vouloir te payer en visibilité, comme on dit. Ouais, c'est comme les stages, par exemple, tu es payé en expérience, quoi. On a tous connu ça, le bon bullshit, voilà. Heu, Donc ouais, voilà comment je me situerais, quoi. Effectivement, est-ce que tu as déjà été un peu affecté par un client qui s'est presque offusqué du prix que tu proposais en mode: «Ouah, mais c'est super cher, comment ça se fait? Ça va pas», enfin et cetera, chez les gens, beaucoup moins cher. Personnellement, c'est un truc qui m'est arrivé au tout début, donc je m'étais lancé en tant que vidéaste et j'avais mon ancienne, et enfin l'école où je faisais mes études qui était intéressée pour une vidéo et donc je leur envoie les tarifs et genre c'est limite si la fille a vomi devant sa table, sur mon devis quoi, tu vois? Ça en était là quoi et elle me fait: «Quoi? Mais c'est quoi ce prix? Ouais, je connais des gens, ils me font, 10 fois moins cher et cetera, je peux pas prendre un prix comme ça et tout» et tu sais, c'était mon tout premier devis quoi, donc j'étais en PLS, je crois que c'est le mot, mais derrière, il y avait quand même enfin, j'avais une expertise et surtout j'étais pas seul à monter le projet donc tu vois, c'était un projet qui était quand même un peu plus complexe et tout ça. Alors peut-être c'est démesuré par rapport à mon expérience et tout, mais même aujourd'hui, rétrospectivement, vu elle me demandait déjà plusieurs jours de boulot et tout et c'était un peu, ouais, ça m'avait fait un peu bizarre et ça m'a fait pas mal douter parce que c'était un devis qu'on avait travaillé avec mes collègues, on avait vraiment réfléchi en comment gérer ça, comment faire en sorte que ça passe et se prendre ça après dans la face, bah, ah, ça te fait un peu bizarre. Je sais pas si tu as déjà eu des coups comme ça, un peu des levées de bouclier de la part de clients, et qui t'ont limite, fait douter en fait de toi? Hem, C'était pas aussi violent que ton expérience là que tu viens de relater, mais effectivement, j'ai eu des levées de boucliers ou en tout cas des gens qui ont pu faire un pas en arrière en voyant mon devis et qui vont d'ailleurs pas toujours être honnêtes transparents vis-à-vis de ça. Il y en a clairement qui vont me dire: «Bah, c'est trop cher par rapport au prix qu'on pratique», surtout lorsque c'est une agence qui est intermédiaire, lorsque moi je vais travailler pour une agence qui elle-même travaille entre guillemets pour le client final. Hem, donc c'est plutôt le prix, dans ce cas-là est plutôt imposé par l'agence, plutôt que par le rédacteur ou le contributeur, qui est au bout de la chaîne. Mais sinon après je pense que, j'ai pas douté de moi parce que je savais qu'auparavant j'avais déjà réussi à vendre plus cher. Mmh mh. Mmh. Donc c'est juste une question de, bah, ça matche pas avec cette entreprise-là. C'est un peu comme en amour si tu veux, c'est à partir du moment où tu sais que tu peux plaire à des personnes qui te plaisent aussi et qui ont ce niveau de qualité ou ce que tu veux, d'exigence que tu recherches, tu es plus confiant pour, bah, rester dans cette zone-là, quoi. Plutôt que de te satisfaire de moins que ça. Ouais, tout à fait et effectivement, c'est quelque chose dont on va parler, dans le sujet d'aujourd'hui justement. Mais en fait, à partir du moment où vous allez vendre quelque chose, vous allez prendre confiance en vous, puisque du coup, vous allez gagner et c'est important déjà de bien comprendre qu'en fait, notre perception de notre valeur, elle est différente par rapport à la perception du client. Parce que le client, lui, fait une dépense pour obtenir quelque chose. Donc, il paye, il perd de l'argent, mais en échange, il doit obtenir quelque chose à la valeur de ce qu'il a dépensé. Et en fait, c'est pas tant la valeur monétaire, mais c'est la valeur plutôt émotionnelle qu'il met à cet argent. C'est une petite Mmh. subtilité, mais qui est très importante. Hem, Versus nous, bah, en fait, pour produire le produit, le service ou l'œuvre derrière, il y a une dépense d'énergie, il y a un besoin, il y a une dépense d'énergie, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas te donner pour faire en sorte que la mission soit accomplie, tu vas y passer du temps, voilà, tu vas créer quelque chose et ça va te demander un certain effort. Et donc si tu ne te sens pas rétribué à ta juste valeur, ça peut être, un problème par rapport à ça. Mais toujours est-il que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Wesley, mais je pense que le plus important au tout départ et dans n'importe quelle discipline, si tu veux essayer d'en vivre, bah, c'est comme tu l'as dit, c'est essayer d'aller vendre déjà, à un certain prix parce que ça va te donner confiance en toi. Alors quand tu dis un certain prix, c'est-à-dire un prix plutôt élevé ou plutôt bas ou peu importe? Ou Alors, vendre pour vendre? c'est plus un système d'échelon, je pense. Enfin, comment dire? C'est un système d'étapes. Hem
Je vais vous parler d'abord, je pense, du concept d'aujourd'hui, le prix minimum viable. En fait, le prix minimum viable, c'est un terme que j'ai un peu, entre guillemets, posé. Bricolé, ouais. Voilà, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé personnellement, un petit peu comme on avait parlé de la radicalité productive, où en fait, c'est un mot que j'ai posé sur quelque chose que j'avais expérimenté. En fait, pour moi, le prix minimum viable, c'est un prix auquel tu peux charger ton client sans être déficitaire, ou en tout cas le moins possible. C'est-à-dire que c'est vraiment le prix minimum où finalement, bah, tu perds rien ou très peu, tu n'as pas vraiment à investir là-dessus, mais ça te permet de te dire: «OK, mentalement, j'ai réussi déjà à vendre le produit une fois» et ça va te permettre d'avoir un boost de confiance en toi et après, en fait, l'idée, c'est petit à petit d'élever ce palier et d'aller conquérir de nouveaux échelons là-dessus. Mais c'est compliqué, en fait, d'aller chercher finalement, à facturer un prix assez élevé dès le début. Je sais pas ce que tu en penses? C'est difficile de facturer un prix élevé dès le début lorsqu'on a, aucune référence, à montrer aux prospects. Effectivement, on n'a pas ces fameux témoignages, et on n'a pas non plus de, enfin, c'est difficile de lui prouver son niveau, En fait, on est moins crédible. et qu'on va, ouais, on est moins crédible, c'est ça. Et ce que je veux dire, c'est que quels sont, je suis en train de réfléchir aussi en direct, aux moyens de prouver qu'on est, de bonne foi et qu'on est performant. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, quoi, que d'avoir déjà cette, proof of concept parce que, d'autres personnes nous recommandent. Ouais, exactement. D'ailleurs, c'est un peu comme pour le podcast, hein, aller mettre des étoiles encore une fois. Exactement, parfait. Bien joué, bien joué. Ah, c'est bien, on prend les bons réflexes. Voilà, j'en profite pour en caler un. OK. En fait, l'idée, c'est que si vous êtes persuadé que vous avez une compétence, que des gens pourraient payer pour votre compétence ou que vous avez besoin de vous le prouver parce que, effectivement, il y a une différence entre le savoir théoriquement et le faire. Si vous voulez vous le prouver et ben, la meilleure façon, c'est finalement de commencer avec un prix qui est bas par rapport au marché. Parce que, on est tous adeptes des bonnes affaires. On adore tous acheter un téléphone, on va dire, par exemple, de très bonne qualité à un prix, le plus bas possible. On est super content, on fait une bonne affaire et du coup, on en parle aux autres et cetera et voilà, on a quelque chose où voilà, on est content, on achète parce qu'on se rend compte que, OK, derrière, ça a l'air assez intéressant, ça a l'air assez solide. En tout cas, il y a quelque chose, heu, à exploiter là-dessus et en plus, le prix est bas et donc du coup, en tant que vendeur et ben, vous allez pouvoir faire vos premières ventes. C'est un peu ovni finalement, tu vois, d'avoir un beau produit et pas cher parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Souvent, les bons produits, les meilleurs et cetera, on a tendance à se dire: «Ouais, mais c'est quelque chose qui, heu, a un certain prix, quoi». Mmh mh. Exactement, et effectivement, ça rend l'offre irrésistible, encore que je pense qu'on certaines personnes peuvent même douter de, bah, de notre, bienveillance, et se demandent s'il y a pas anguille sous roche, quoi, aussi. Quand si on voit un produit qui est, d'excellente qualité et à un prix, significativement, faible, quoi. Si demain, l'iPhone 11 sort et qui coûte, 200 €, Ouais. je vais me poser des questions. Ouais, tu vas te demander si c'est une contrefaçon ou quoi, quoi. C'est ça. Ouais. Mais dans tous les cas, dans votre cas, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je vais essayer de vous donner un exemple, que j'ai pratiqué. Lorsque je me suis lancé, dans le coaching en argumentaire de vente, je devais d'abord valider que, je pouvais vendre ça et donc j'ai commencé à un tarif, c'était genre 120 € par mois et j'avais mes clients pendant presque je m'occupais d'eux pendant presque 9 heures par mois, quoi. Donc en gros, ouais, j'étais peut-être à 10-15 € de l'heure, quelque chose de vraiment de ridicule, alors qu'en vidéo, je facturais beaucoup plus. Et en fait, une fois que j'ai eu 2 clients, je me suis dit: «OK, j'ai eu 2 clients, donc demande validée, je vais essayer d'augmenter mes prix». J'ai eu à nouveau 2 clients, je fais: «OK, j'ai eu 2 clients de plus, donc je vais augmenter et cetera» et jusqu'à voir où est-ce que ça casse. C'est ce principe un peu de l'élasticité des prix. C'est-à-dire qu'en Mmh gros, mh. vous imaginez qu'il y a un élastique, et que vous allez le tirer et en fait, ça représente le coût auquel vous pouvez le mettre et au bout d'un moment, l'élastique craque et ça montre le prix entre guillemets «final» le plus élevé auquel vous pouvez, le mettre et c'est ce que fait par exemple Apple avec ses téléphones. C'est-à-dire que, tu sais, quand l'iPhone 1 est sorti, il coûtait 400 € et à l'époque, tout le monde était là: «Waouh, mais 400 € c'est hyper cher, personne ne peut se payer ça» et cetera. Ah, aujourd'hui, 400 € pour un téléphone, tu as un téléphone moyen de gamme, tu vois? Ouais. Et
ils ont justement joué sur cette élasticité des prix. Ils se sont rendus compte que, OK, bah, on met des téléphones à 1 700 €, les gens continuent de les acheter. Donc on va encore tirer l'élastique pour voir jusqu'où ça casse, quoi. Et Ouais, c'est un peu ce principe que, vous pourriez faire pour essayer de, vendre vos premières prestations et d'y aller vraiment étape par étape. ouais. Mais ça effectivement, ça nécessite d'être toujours, en observation et comme tu dis, d'augmenter le prix, de manière dynamique. Et le truc, moi, le seul bémol que j'ai à mettre, c'est, bah, lorsqu'on est, on démarre encore une fois sur son marché, on lance son activité et qu'on fixe des prix, très, très bas en mode, bah, prix minimum viable. C'est très bien pour pénétrer le marché et décrocher des premiers clients. On est en confiance et ça nous incite à continuer. Mais attention aussi à ne pas être catégorisé, low cost et y rester. Je pense que ça, c'est les risques et j'ai envie de te poser la question, Seb, comment est-ce que tu as fait pour switcher? Est-ce que tu as pu, augmenter tes prix avec ces mêmes clients ou c'était ensuite les clients entrants, que tu as pu facturer plus cher, au fur et à mesure? Je pense que c'est ça aussi, il faut faire attention à voilà, s'il y a un bouche à oreille, un tel, va vers lui, il est pas cher et finalement, bah, quand la personne vient vers toi, tu as triplé tes prix. Comment est-ce que tu gères ça, quoi? C'est plus une question que je me pose. Ouais, bah, effectivement, hem, alors il y a 2 choses à propos de ça. Comment est-ce que tu refactures quelqu'un, plus cher là-dessus? Moi, ça m'est arrivé, plusieurs fois d'avoir, augmenté mes prix et des clients qui, me redemandent la même mission que l'année dernière, mais dont j'avais doublé le prix, quoi. Donc forcément, ils étaient en mode: «What? Qu'est-ce qui s'est passé?» et tout et je dis: «Bah, voilà, j'ai moins de temps disponible, l'offre et la demande et si la personne, ne veut pas et ben, du coup, j'ai plus de marge de manœuvre parce que j'ai déjà des missions, j'ai déjà des clients et cetera et donc forcément, j'ai moins de risques à faire ça et donc c'est aussi une des façons de faire, c'est-à-dire que vous pouvez tester, des fois ça passe, des fois ça passe pas en fait. Ça fait partie du jeu et après à vous de voir aussi peut-être que vous pouvez vous dire, bah, si c'est possible, gardez les clients au même tarif aussi longtemps que vous pouvez. Au bout d'un moment, vous pouvez annoncer une augmentation de tarif en justifiant, bah, voilà, j'ai monté en compétence, j'ai amélioré le produit, je suis obligé de facturer plus cher parce que j'ai trop de demandes et le client peut le comprendre la plupart du temps. Ça peut être une option et puis, l'idée, c'est aussi d'aller attaquer des nouveaux sentiers, en quelque sorte. Parce que je pense qu'avant tout, le prix, minimum viable, ça te permet de gravir les étapes petit à petit, tranquillement, doucement, tu vois? Et d'avancer dans le bon sens là-dessus et de pouvoir te développer petit à petit. Et c'est vraiment dans un but de confiance en soi, avant tout, que cette technique est intéressante. Parce que Mmh, mmh, tu vas mmh. vraiment prendre confiance dans ta démarche, quoi. Tu vas te dire: «Ouais, c'est bon, je suis capable, je l'ai fait une fois» et après tu vas continuer et puis, alors après tu peux t'arrêter quand tu veux, hein, mais c'est intéressant là-dessus parce que tu vas vraiment prendre confiance en toi et tu vas y aller, quoi. Ouais, très intéressant ce que tu dis, Seb et j'ai 3 choses à dire si je m'en souviens, pour rebondir là-dessus. La première, ça me fait penser à la métaphore de l'escalier l'escalier, pardon, pour aller d'un point A à un point B, qui va être, le point A est au niveau 0 et le point B, il est 10 mètres plus haut. Heu, Ça fait un grand gap, tu vois? Mmh. Je connais très peu d'êtres humains qui peuvent sauter 10 mètres, tu vois? Et donc, l'idée, c'est de décomposer ça en marches. Si tu le découpes en 10 marches, ça va faire 10 marches de 1 mètre chacune. Mais si tu le découpes en 100 marches, ça va faire 100 marches de 10 centimètres, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ça va faire des beaucoup plus petites marches. Et l'idée, c'est ça, c'est d'aller du point A au point B, avec des tout petits pas, effectivement. Et le fait de commencer par un prix ultra bas, minimum viable, c'est une très bonne manière de démarrer. Donc ça, c'était la première chose. C'est un peu pour, imager ce que tu viens de dire, et je pense que c'était très clair. La deuxième chose, c'est, heu et c'est peut-être une solution, c'est par rapport à l'augmentation du prix qui va arriver, c'est de prévenir nos premiers clients en leur annonçant qu'on propose un prix bêta, parce qu'on est en phase de lancement et leur dire que ce prix est susceptible d'évoluer. Donc ça peut-être que ça peut être bien de le préciser. Et troisième chose que je voulais dire, c'est par rapport à la musique. Moi, je suis vraiment, en plein dedans. Même si j'ai pas commencé à vendre de la musique à proprement parler, je commence à récupérer, des adresses email. On sait très bien que,
dans la plupart des commerces 2.0 ou 3.0 en ligne, récupérer des emails, bah, ça a de la valeur, ou en tout cas avoir un moyen de contacter son audience. Et a priori, l'email, c'est quand même quelque chose qui marche très bien. Euh, et ben, le fait de capturer des emails en échange d'un morceau, d'un MP3 que je vais fournir à mon audience, bah, ça me met en confiance parce que je me dis, ces personnes-là ont déjà payé, même si c'est pas de l'argent, mais ont donné une partie d'elles, en l'occurrence leur adresse email, de leur intimité, accès à leur intimité web en donnant une adresse email. Donc effectivement, ça met en confiance aussi. Donc je sais pas si ça fait écho en toi, mais c'est ce que je voulais partager. Bah, écoute, ouais, je suis bien d'accord avec toi, ça complète bien ce que tu dis. Par contre, alors pour l'annonce du prix bêta ou du prix de lancement, moi, c'est quelque chose que j'utilise souvent. Et j'utilise pour une bonne raison, c'est que, souvent, c'est des pré-lancements, par exemple, de cours ou de programmes ou des choses qui sont pas encore tout à fait, au point, où, les gens sont clairement au courant que c'est des cobayes, mais je le fais parce que j'ai une certaine expérience là-dedans, en fait, et j'ai l'habitude de le faire. Je pense que, par contre, c'est pas forcément une bonne chose de le faire au tout début. Si vraiment tu commences, tu jamais rien vendu ou autre, ouais, vas-y modestement quoi, tu vois? Genre tu poses un tarif tranquille, tu fais tes premières ventes, petit à petit tu augmentes ton tarif et cetera et cetera et cetera. Tu cherches de nouveaux clients et ça va te mettre dans une bonne dynamique et après effectivement quand tu auras un peu plus d'expérience en marketing, que tu sauras un peu faire, ce type de lancement et tout ça, là ça vaut le coup effectivement de dire: «Bah, voilà, c'est un prix, de lancement, je teste, tel concept, donc voilà, si ça vous intéresse, faut en profiter maintenant» parce qu'en plus ça donne un sentiment, tu vois, de rareté, d'urgence en quelque sorte, dire: «Ah oui, il faut vraiment que je me dépêche» parce que après le prix va augmenter, tu vois? C'est l'effet un peu, vente flash, que tu peux trouver sur internet un peu tout le temps. Donc voilà, effectivement, je pense que ça fonctionne plutôt bien là, dans ce sens-là. Ouais, vente flash, ça me fait un peu penser à Babou ou Tati Pourquoi? ou Zalando. Non, je sais pas, j'avais envie de troller un peu. OK, d'accord, très bien. Heu, non, non, mais effectivement, ouais, c'est ce qu'on a dans toutes les bonnes boutiques Je avec, tu j'ai envie sais. de figurer dans l'intro. J'ai envie de figurer dans l'intro. Maintenant que je sais que tu montes les intros comme ça, c'est génial. Ah ouais. J'essaie de sortir un maximum de conneries pour Voilà, figurer les dans les le bandes flash qui se trouvent en tête de gondole, à côté du caprice des dieux. Voilà, c'est effectivement. Mais dans tous les cas, vous pouvez quand même faire des ventes flash, mais ça demande quand même un peu d'organisation. Donc attention là-dessus. Puis voilà, ça se parce que ça peut vite faire bullshit, quoi. Tu vois, genre, ouais, heu, mon prix va être comme ça, mais dans 10 jours, je vais l'augmenter. Tu vois, si tu le dis juste comme ça et que tu as pas un truc qui soutient et qui valide et qui crédibilise ça, tu peux vite faire bullshit là-dessus. C'est pour ça que je suis assez prudent avec ce genre de technique à la con qu'on m'a donné souvent. Pardon, excusez-moi, hein, mais tu sais, c'est le genre de conseil, les conseils réchauffés, tu vois, à emporter, tu vois ce que je veux dire? ouais, au Pour micro-ondes, ouais, ça tient pas. Ouais, exactement, tu vois? Tu sais, genre sur l'affiche, tu sais, c'est les plats emportés quand tu les prends au magasin, tu sais, ils brillent, ils ont l'air bons, tu vois? Tu salives rien qu'à les voir, puis tu sais, tu enlèves le carton et tu te dis: «Qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi?» C'est pas ce que j'ai acheté, Mmh quoi. mh. C'est c'est Ouais. c'est 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 vert, ça, c'est bizarre, bref, voilà et bah, Ouais, sur la photo, c'était de la pâte à modeler aussi. ouais, exactement, tu vois? Où tu sens que les mecs, c'est des experts du Photoshop, quoi. Bref. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, ce type de conseil un peu à la va-vite, ouais, créer de l'urgence et tout ça, ouais, franchement, si tu sais pas faire, si tu en as jamais fait ou autre, alors c'est pareil, hein, tu peux commencer à tester, tu vas te planter et c'est une bonne façon justement d'apprendre. Mais ouais, tu passes vite pour un con, quoi. Donc faut faire Ouais, attention, ouais. là-dessus, je pense, Ça peut faire vendeur de tapis au rabais, quoi. c'est Voilà. ça exactement. Je sais pas si on gardera ça, mais C'est gé bref. On va se mettre catégorie humour, Pello. Ah, Pello, ouais. N'importe quoi. Mais c'est trop bien, ça me fait rire. Bon, mais alors tout ça, c'est très bien, n'est-ce pas? Vous avez un peu, la méthode, qu'on utilise, mais l'objectif, en fait, c'est quoi? Parce que effectivement, ça vous sert si vous voulez, vous lancer, que vous avez jamais, vendu quoi que ce soit, que vous voulez commencer à tester, voir si les gens répondent un petit peu à ce que, vous allez proposer sur le marché. Mais il y a plusieurs intérêts à faire ça. Ça permet notamment, bah, valider une demande, comme je l'expliquais avec, mon coaching, par exemple. Je voulais valider que, il y avait une demande pour l'offre que je posais en face. Ça permet de tester, de s'améliorer, d'essayer quelque chose, de s'améliorer et du coup d'augmenter après le prix le plus vite possible. Même alors tu vois, c'est une technique que j'utilise
constamment, personnellement, à chaque fois que j'ai besoin de tester quelque chose de nouveau. Tu vois, j'ai vendu plein de choses et j'ai, réussi à multiplier des tarifs que j'avais à la base, fois 5, tu vois, parfois. Mais pourtant, je continue d'utiliser cette technique parce que je trouve, après l'avoir essayé plein de fois et l'avoir retourné dans tous les sens, que ça fonctionne vachement bien. Là, je suis en train de créer un événement, un événement sur Lyon, un meet-up. J'ai mis un prix d'entrée, à 10 € parce que je veux voir si déjà des gens, déjà je veux que les gens soient motivés pour venir, donc du coup, je me dis que mettre un tarif, ça permet d'avoir une certaine motivation déjà là-dessus et puis voir si c'est possible Absolument. de remplir l'événement. Bon, tu vois, il y a quelques places, quoi, mais juste voir si me dire: «OK, c'est possible de remplir l'événement à tel prix» et après je verrai, soit j'augmenterai, soit je ferai autre chose, enfin, voilà, je vais voir. Mais dans tous les cas, c'est une bonne façon de tester et ça permet de pas prendre trop de risques parce que si l'événement est pourri, bah, bon, les mecs, ils ont dépensé 10 €. Bon, bah, tu vois, c'est pas ils C'est pas la mer à boire, ça, c'est pas la fin du monde, ouais, ouais, ils vont c'est être vrai. un peu déçus peut-être, mais au final, c'est bon, si je fais pas n'importe quoi, ça devrait se passe bien se passer, quoi. Tu vois? Je suis quand même confiant que j'espère que je peux leur apporter à peu près la valeur qu'ils veulent pour 10 €, quoi. Mmh mh. Mais, mais voilà, donc c'est quelque chose qui est intéressant, je pense, à tester. Il faut faire attention, je pense, au tout gratuit parce que, c'est pas ça qui vous fera vraiment évoluer. En fait, vous allez évoluer peut-être vos compétences parce que, bah, vous allez avoir plus de projets plus facilement. Vous allez avoir aussi un peu de la pression, de la demande et tout ça et vous allez peut-être moins avoir d'engagement, que ce soit de la part de la personne en face de vous ou même de vous-même. Alors que vous allez vraiment plus vite progresser si vous commencez à demander des tarifs, même s'ils sont petits, même si tout le monde vous dira dans le métier: «Ouais, tu casses les prix, c'est terrible, tu pas honte» et cetera. Écoutez pas ça, parce que le but justement, c'est d'augmenter par la suite et de tester et de faire vos propres expériences là-dessus. Non, je pense qu'en fin de compte, en somme, le prix minimum viable, c'est quelque chose aussi qu'on peut facilement, mettre en place dans son entourage, pas forcément avec ses proches, de premier degré, mais avec, heu, des potes de potes, tu vois? Des connaissances. Lorsqu'on se lance justement, on commence à se faire connaître. Je pense que ça s'y prête particulièrement. Ouais, tout à fait. On en a fini avec, ce sujet, donc le prix minimum viable. Donc si, c'est quelque chose que vous avez appliqué ou sur lequel vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à venir nous les poser ou alors nous faire un retour sur le site systemwater.tech. Vous avez, un formulaire de contact, on recevra tous vos emails et du coup, ça nous permettra de voir, de vous aider, de vous répondre à vos questions si vous en avez là-dessus et d'avoir un peu vos retours d'expérience. Peut-être qu'on les partagera d'ailleurs, dans les prochains épisodes, ça pourrait être sympa et en attendant, bah, vous pouvez, si vous n'avez pas envie de tester ça ou si vous n'avez pas le temps tout de suite ou si vous avez autre chose à faire maintenant, et ben, c'est véritablement d'aller mettre un avis, une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez parce que, nous, on en a besoin. Ça fait vivre le podcast et ça serait, super sympa. Voilà. Allez, on met 5 étoiles. Allez, bim, allez direct. Nous voici dans le truc de la semaine. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Allez, mon truc de la semaine, comme je l'ai marqué, rencontre musicale au pluriel, flèche, être ouvert à l'inattendu. Oh, c'est le sujet du bac de philo? Bah, peut-être bien le prochain pour ceux qui veulent, percer dans la musique. Non, plus sérieusement et je t'en ai déjà parlé Seb, donc toi voilà, il y a pas de spoiler avec toi. Triste. Enfin, Heureusement. enfin bref, tu sais déjà la fin. Mais en l'espace de quelques jours, j'ai fait 2 rencontres, très fortes dans la musique. La première, c'est, bah, dans mon espace de coworking. C'était un samedi et j'étais en train de me faire prendre en photo, en mode, voilà, shooting photo, par un pote. D'ailleurs que je rémunère en mode, prix minimum viable pour ça Toi, tu l'appliques, mais dans l'autre sens, et en fait. c'est ça et on s'est retrouvé à parler à une fille qui était juste au bord de la piscine. On prenait des photos à côté de la petite piscine. Et mon pote, balance à la fille, sort une blague pour, faire sourire Wesley un petit peu. Il est un peu tendu sur les photos, donc voilà, détend l'atmosphère et la fille, plutôt que de sortir une blague, me demande pourquoi, on fait ce shooting et je lui réponds que c'est dans le cadre de la sortie de mon premier album et de manière plus générale pour ma musique. Elle me présente à ce moment-là à son copain qui était juste à côté, en me disant que, voilà, il fait également de la musique et en
démarrant la conversation avec ce mec, je m'attendais, tu vois, au mec qui fait de la musique, comme plein de gens font de la musique. «Ouais, je fais de la guitare le dimanche». Ah, il fait du banjo, quoi. C'est ça et en fait, non, il fait pas du banjo. Le mec bosse avec les plus grands DJ du monde, enfin certains des plus grands. Il vient des Pays-Bas et il vit à LA, Los Angeles et le mec, me sort des noms, que je connaissais tous, tu vois? Des grands DJ, il me parle de Rehab, si vous connaissez, il me parle de, Cachemire, il me parle de voilà, ces grands DJ néerlandais, Martin Garrix. Il me dit qu'il a même bossé avec Skrillex, avec DJ Snake et donc il baigne vraiment dans ce domaine et le gars écrit des chansons justement pour ces artistes, heu et ça a été une bombe dans ma tête. C'est-à-dire que d'un côté, je me suis rendu compte que, il y avait ce business model qui existait, donc je me suis dit: «OK, on peut faire de la musique aussi pour les autres» et en réalité, l'artiste qu'on voit, en haut de l'iceberg, ben, il est pas tout seul. Ça, je m'en doutais, je savais qu'il y avait une équipe derrière, mais le fait de rencontrer quelqu'un qui est dans l'ombre des grands artistes, bah, ça rend la chose encore plus réelle et on se dit: «Ah OK, on peut décortiquer un petit peu le système», tu vois? En tout cas musical, voir comment ça fonctionne, les gros labels, comment les musiciens composent en équipe et en fait, pouvoir aussi serrer la main à quelqu'un qui est, aussi influent, et bien, ça rend les choses possibles. On y croit encore plus. Moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue en parlant avec lui et puis, bah, on a échangé nos coordonnées, il m'a proposé, naturellement, spontanément de lui envoyer, certains de mes morceaux. Donc je lui ai fait une petite playlist Spotify. Là, j'attends son feedback, mais il m'a répondu, il m'a dit qu'il allait écouter. Donc c'est vraiment la rencontre la plus what the fuck que j'ai faite de ma vie, dans le cadre de la musique. Et puis la deuxième rencontre, c'était, encore plus récemment et là, c'était en studio. Je me suis retrouvé en studio avec mon pote, Mister Isaac, avec lequel j'ai, déjà enregistré un titre, Drop the Rhythm, pour lequel tu avais d'ailleurs filmé le clip, Seb. Yes. Et en studio, j'ai fait la rencontre de Lipsia, qui est une chanteuse, russe-angolaise, vive les mélanges, et qui est quand même pas mal connue sur Insta. Je crois qu'elle a 50 000 abonnés et là, elle est en recherche d'inspiration et d'instrumentaux, pour, la sortie de son premier EP et donc, bah, elle a écouté un de mes projets et spontanément, en l'espace d'une après-midi, on a enregistré sa voix dessus. J'ai posté ça sur Insta en mode, story et j'ai reçu, énormément de retours, de feedback et ça fait très plaisir de se dire qu'on a, bah, de l'or entre les mains, quoi. Que vraiment on fait quelque chose qui plaît et qui nous plaît et cette co-création de voir qu'elle est fertile, quoi. Tu vois? Que ça inspire des gens, je me sens vraiment dans une bonne dynamique par rapport à la musique en ce moment donc mon pour ouvrir ça aux auditeurs qui nous écoutent, c'est, bah, vraiment ça, être ouvert à l'inattendu, avoir un système, c'est très bien, mais pouvoir aussi, en sortir et être ouvert aux rencontres, c'est ça qui va faire la différence, parce que les personnes qu'on rencontre, et qui changent notre vie, c'est rarement quelque chose d'attendu. C'est souvent parce qu'on s'est retrouvé à un endroit, à un moment, un peu, comme ça, qu'on a fait cette rencontre et que ça a basculé, quoi. Ah, c'est génial parce que du coup, effectivement, tu te sens vraiment dans le flow, quoi. Tu vois, tu dois être proche, tu serré la main à quelqu'un qui bosse avec un des plus grands DJ, du monde, enfin, le plus grand compositeur de musique, Mmh mh. électronique, enfin, est-ce que c'est dans ce C'est thème-là? ça, Enfin, ouais. dubstep et C'est ça, cetera. ouais. C'est incroyable et effectivement, tu t'entoures là-dessus. Moi, j'ai vu tes stories et effectivement, quand je t'ai vu, heu, sur tes stories entouré avec différentes personnes qui chantent sur ta musique et cetera, bah, ça fait plaisir, quoi. Tu es en mode: «Waouh, c'est chouette». Enfin, on voit que tu t'entoures, que tu te développes et je comprends que j'imagine que ouais, tu dois être vraiment dans un état particulier en ce moment et avoir encore plus envie d'avancer parce que, bah, c'est pas des consécrations, mais en tout cas, tu sens que je pense, tu t'avances un peu vers ton objectif au final. Ouais, je me sens dans le game, tout simplement. Ouais, On se dit: «Ouais, s'il est dans le game». ouais. Exactement. Ouais. Mais du coup, tu voilà, tu as pris,
tu as pris des bons contacts et encore une fois, tu as modifié ton environnement pour qu'il soit propice aussi à ce genre de rencontres. Moi, à titre d'exemple, ouais, les meilleures rencontres que j'ai faites, je pense de ma vie, c'était aux événements où j'avais le plus la flemme d'aller, quoi. Vraiment des trucs où Ah ouais? ouais, ouais, ou alors quand on m'a présenté quelqu'un aussi, qu'on m'a dit: «Ouais, je vais te présenter quelqu'un et tout, tu vas voir, il est cool». J'ai un peu ce truc, tu vois, où je suis en mode: Ouais, j'ai un peu la flemme, je sais pas qui c'est», je suis un peu comme ça, tu vois? Genre, Moi aussi, ouais, je partage. je suis un peu comme ça là-dessus et tu vois, c'est comme quand on me dit: «Ouais, il faut que je te montre un film ou montre une vidéo et tout», même si c'est un truc génial, j'ai une, résistance au début en mode: «Ouais, je sais pas et tout». Ouais, ouais. Et du coup, je suis presque tendance à vouloir regarder tout le temps les mêmes choses, tu vois? Le film que j'ai vu déjà 10 fois, tu vois? Enfin, ça, c'est terrible. Mais au Exploitation et exploration, quoi. Tu préfères exploiter ce dont tu es sûr qui va te plaire, plutôt que explorer de nouvelles choses, au risque que ça te déplaise. Ouais, bah, en fait, je pense que ça c'est très philosophique. Ça ça dépend, en Non, fait, non, de mais phase, en fait. c'est un vrai concept, hein, Effectivement, exploration et exploitation. on pourra en parler dans un épisode, mais Mmh. je pense que c'est une question de phase aussi, de ce qui se passe dans ta vie et cetera. Tu as des phases, tu sais, c'est un peu le côté yes man de ce film-là, tu sais, où le gars, il dit tout le temps Ouais, oui. bien sûr, que tu m'avais fait découvrir justement et Ouais. qu'on avait regardé ensemble. Et qui est génial d'ailleurs, je vous le conseille C'est et génial. effectivement, tu as ce côté, ouais, tu dis oui à la vie, tu dis oui à tout ce qu'on te dit et forcément, bah, tu vas faire des rencontres, incroyables, il va t'arriver des trucs incroyables que tu aurais pas vécu autrement parce qu'on reste quand même sous sa zone de confort ou alors même quand on en sort un peu, bah, on continue quand même de creuser, ce qu'on exploite en fait, c'est exactement ce qu'on a mis en place. Mais des fois, ça fait du bien de sortir un peu de ça et de se dire: «Allez, je me laisse un peu voguer, je sais pas trop où je vais, mais j'y vais et ça va être fun» ou pas. Mais en gros, c'est quand même des phases là-dessus. Je pense que tu peux pas tout le temps le faire, parce que ça demande quand même pas mal d'énergie, mine de rien, je trouve. En tout cas, personnellement, moi, c'est quelque chose qui me demande pas mal d'énergie de tout le temps aller, sur de nouveaux horizons ou autres. Mmh mh. Mais des fois, ça fait du bien, je trouve, de faire ce genre Et de ça en vaut la peine, et ouais. il suffit d'une belle rencontre, hein, de toute façon. Ouais, il faut pas Une grand-chose. rencontre peut changer ta vie donc c'est Mais ça. si le gars là, il dit: «Ouais, j'adore ta musique, c'est trop cool, je te fais rencontrer telle personne» ou «Je te fais bosser avec moi sur un truc», ça y est, en fait, ta carrière est lancée, quoi. Il en Ouais, faut pas clairement. tant que ça, en fait. Mais ouais, il me l'a dit d'ailleurs, il m'a dit: «Ah, sur quel label tu voudrais être signé? Dis-moi». Donc le gars, clairement, il a dû lancer des gens ou il a l'air open à ça, tu Ouais, vois? ouais, c'est À très voir. intéressant, très intéressant. Et ben, moi, mon truc de la semaine, du coup, c'est, Ocha. C'est la plateforme qui héberge le podcast, que vous avez ici, que c'est donc Systémator et aussi mon podcast, Science des ventes de 112 ventes, sur lequel je vais parler de vente, de marketing et parce qu'en fait, c'est une plateforme alors je crois qu'elle est française, il me semble, à confirmer. Mais je la trouve assez sympa, elle est plutôt intuitive. Alors j'ai eu quelques soucis au début, mais l'équipe est très réactive. Ils mettent aussi pas mal en avant leur communauté. C'est-à-dire que, tu vois, ils vont avoir des émissions où ils vont inviter différentes personnes qui sont, enfin qui créent des podcasts sur leur plateforme. C'est plutôt bien fait pour utiliser plusieurs systèmes de podcasts. Bah, c'est souvent une tannée, quoi, parce que contrairement à YouTube, tu vois, où YouTube, bah, tu as un monopole, clairement, tu poses ta vidéo dessus et ça y est, c'est lancé et tous les gens sur YouTube la voient. Bah, le podcast, tu as plein de plateformes différentes, plein de façons de l'écouter différents et à chaque fois, tu as ce système, tu sais, de lien RSS, de flux RSS qui est un petit peu daté presque, qui a toujours été un truc un peu nerd, un peu geek, tu sais pas forcément trop comment ça marche, quoi. Hem et eux fonctionnent vraiment bien parce que c'est super simple, de partager, ton émission sur toutes les plateformes que tu veux. Tu en as certaines où c'est automatique. Par exemple, mon premier podcast, impossible de le mettre sur Deezer. J'ai absolument rien compris comment fallait faire. J'ai cru que je l'avais envoyé, en fait, j'ai jamais eu de réponse. Enfin, c'était trop bizarre et sur Ocha, par exemple, tu cliques sur un bouton et ça y est, c'est soumis, quoi, tu vois? Tu Ouais, attends que ouais, c'est mis en place. trop C'est fort. génial. L'interface est vraiment cool, l'équipe est là, donc vraiment, c'est une bonne petite plateforme. C'est pas hyper cher, par rapport à d'autres. Je crois que c'est quelque chose comme, 11 € par, mois. Donc voilà, c'est une bonne solution. Vous avez aussi des stats, vous avez, pas mal de choses possibles. Vous pouvez faire des saisons, enfin bref, toutes des choses qui sont un peu compliquées à parfois à gérer avec d'autres plateformes. Donc ouais, j'aime beaucoup ce petit outil, qui est vraiment pas mal. Donc je vous recommande, c'est ma recommandation de la semaine. Ausha, AUSHA et je confirme, Sébastien, que c'est bien français. Je suis allé sur leur site web.
Ok. Eh Donc je confirme que ça vient bien de chez nous. ben, cocorico. Euh, Si vous êtes français aussi. voilà. Sinon, c'est pas. C'est C'est pas... francophone, c'est bon. Tu vois, Voilà. ça fait vivre la langue et les podcasts français. Voilà. Voilà tout pour cet épisode. Et bah écoutez, j'espère qu'il vous a plu. Merci Wesley. Merci à toi, Sébastien. Merci de nous avoir écoutés. Et ça me permet d'enchaîner sur le call to action, à savoir les fameuses étoiles à nous mettre sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est très important pour nous de jauger votre niveau d'intérêt et de savoir si on continue Systémator ou non. Yes, merci, je n'aurais pas mieux dit. Et sur ce, on va vous laisser. Vous pouvez retrouver Wesley sur wesleyjoachim.com et moi sur 112ventes.fr. Et on vous dit à lundi prochain pour un prochain épisode de Systémator. Salut, salut! Ciao, ciao.